Bien, bonjour à tous. Merci d'avoir bravé la neige, le froid, le verglas, les transports pour être avec nous aujourd'hui. Bienvenue donc à Secours Expo. Vous le savez, donc pendant 3 jours, on va avoir des conférences, des tables rondes, des débats autour évidemment du soin et du secours d'urgence, mais aussi de la formation comme aujourd'hui. Et on est ensemble là jusqu'à 16h30 pour parler du thème Université et grandes écoles, quelle passerelle vers la professionnalisation. Alors c'est vrai que la gestion des risques au sens large est devenue une vraie spécialité à part entière qui demande des formations de plus en plus poussées. Alors on va voir avec nos invités ce qui existe actuellement en France, comment ces cursus ont évolué au fil du temps. Et puis on va parler aussi du marché du travail, c'est peut-être le plus important, l'insertion, qu'est-ce qu'on peut faire après, combien on est payé. Eh bien on va aborder un petit peu tous ces sujets avec nos invités. Dans l'ordre, monsieur le préfet honoraire Henri Mas, ancien directeur de la protection civile, consultant en sauvegarde et implantation d'entreprises, ainsi qu'en gestion et sortie de crise, et actuel directeur d'un master spécialisé en gestion des risques à l'ENA de Strasbourg. À côté, le docteur Christian Vax, médecin et conseiller spécial auprès du Conseil national de la protection civile et qui travaille depuis des années et des années sur ces passerelles qui peuvent exister entre le bénévolat notamment et les grandes écoles. Benjamin Battiot, enseignant-chercheur à l'Institut des risques industriels, assurantiels et financiers et à l'Institut Péprime sur la thématique incendie et gestion des risques. Ce sont des composantes de l'Université de Poitiers. Et Paul-Henri Richard, pour terminer, ingénieur de recherche au sein de l'Université Technologie de Troyes, qui travaille sur la mise en place d'une chaire intitulée « Gestion des crises, un engagement de proximité » en partenariat avec l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers. Voilà, on peut déjà les applaudir. Oh non, un petit peu mieux que ça quand même. Ah, voilà. Ah non, mais il faut mettre l'ambiance parce que déjà que bon, le froid on a retenu beaucoup, alors soyons présents. Bien, on va commencer par un petit peu d'histoire, si vous le voulez bien, pour savoir d'où on vient et où on va. À quel moment le système éducatif français a compris que la gestion des risques, c'était en fait une spécialité à part entière et qu'il fallait des formations spécifiques. À quel moment s'est fait ce basculement? Qui veut prendre la parole? Je crois que tous les regards se tournent vers vous. Alors, l'Université de Poitiers a ouvert une des toutes premières formations. Mais voilà, mettez bien votre micro. Tout le monde m'entend là, c'est bon? Super. Donc, l'Université de Poitiers a ouvert une des toutes premières formations dans le domaine de la gestion des risques. C'était à l'époque en 1991. C'était sous forme de DU qui avait surtout pour objectif de pouvoir permettre à des personnes qui s'étaient pas bien insérées dans le système universitaire de pouvoir trouver leur voie dans le domaine le domaine de la gestion des risques. Ces formations se sont développées, donc c'était un DU en 3 ans qui correspondrait actuellement à la licence 3. Ces formations se sont développées et maintenant on a ouvert une licence 3 et un master. Le master a ouvert en 96. Donc voilà un peu au niveau de l'Université de Poitiers comment ça s'est fait. Donc je dirais début des années 90. Alors, ce qui m'intéressait, j'attendais plutôt les vieux de la vieille, si je puis dire, sur cette question, puisque vous êtes quand même les témoins de ce basculement dans le système éducatif. Alors, racontez-nous à quel moment ça s'est fait, ce basculement, cette prise de conscience. C'est moi. Bon. Christian Vax, donc. Christian Vax, donc. Moi, je suis d'origine associative, si vous voulez. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais vous parler d'association. Premièrement, pour préciser que, mais c'est une banalité, que le système de sécurité civile français est un système original puisqu'il allie des professionnels, des volontaires et des bénévoles. Le cadre d'exercice des bénévoles, donc associatifs, des associations agréées de sécurité civile, a été mis en place par la loi de 2004. Et on peut estimer que les associations, au titre de cette loi de 2004, ont rempli globalement ce qu'on attend d'elles. On voit bien également que les nouveaux risques, notamment le terrorisme, et puis les anciens risques, les risques climatiques, même si on a l'impression que les risques climatiques se précipitent ces temps derniers, nécessitent l'engagement de l'ensemble des services, qu'ils soient professionnels, volontaires et aussi bénévoles. Alors les associations agréées se sont réunies en 2012 autour d'un organisme qu'on appelle le Conseil national de la protection civile. Elles ont été rejointes par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et elles se sont dit qu'il fallait non seulement
encourager les bénévoles, non seulement les remercier, mais encore augmenter leur niveau de formation, parce que ils sont de plus en plus engagés et doivent participer à la gestion de la crise, ce qui n'est pas directement dans leurs attributions. Et parce que ce sont des auxiliaires, ce ne sont pas nécessairement des gestionnaires. Et donc elles se proposent, si vous voulez, de créer ou d'insuffler l'idée d'un diplôme universitaire qui permettrait aux secouristes bénévoles de valider les acquis de leur expérience, de leur formation, PSE1, PSE2, secourisme en équipe, et puis, grâce à l'adjonction de modules spécialisés, si vous voulez, dont on peut parler, méthodologie, droit, économie, communication, eh bien, accéder à une formation universitaire qui serait donc diplômante, bien entendu, et qui leur permettrait d'aller vers une professionnalisation. Je m'arrête là sur ce premier point, peut-être, hein, et je passe la parole à M. Mas. On va y revenir, oui. Oui, le docteur Vax a tout à fait raison de dire que le tournant, c'est 2004. Je crois qu'on est dans les enseignements des attentats de 95, on est dans l'apparition d'un certain nombre de grandes catastrophes qui font que la loi de 2004 elle a créé une culture nouvelle, je rappelle que le principe de base de la loi de 2004, c'est que le premier acteur de la sécurité civile, c'est le citoyen. Et donc à partir de là, il faut évidemment que le citoyen soit sensibilisé. Et à partir de là aussi, il faut que tous les acteurs décisionnels, que ce soit les élus, que ce soit les responsables d'entreprise ou tous les acteurs qui, avant de devoir s'impliquer en tant que citoyen, mais en tant que responsable d'une entreprise, d'une structure et tout, ont besoin d'être formés à ce domaine. Et donc on voit apparaître, juste après 2004, les premiers masters spécialisés qui se multiplient. Et évidemment, il y a celui de Poitiers qui a démarré très tôt, mais qui était parti sur un risque industriel, prudentiel et tout. Là, on est sur la recherche de la formation à une culture, à la culture du risque. Et donc, on est quelque chose qui commence à se développer d'une façon assez large. 2006, par exemple, l'ENA a créé, en liaison avec l'École nationale des sciences et de traitement de l'information, un master de gestion des risques, qui en 2012 est devenu le master actuel, qui est le master de prévention et gestion territoriale des risques. Donc, si vous voulez, on voit bien, 2004, 2012, c'est les tournants. Puis maintenant, on est avec j'ai pas une prolifération, mais une multiplication des masters. On en a beaucoup, une bonne dizaine au moins connus, qui sont pas tous de même nature, qui n'ont pas tous les mêmes cibles. Donc peut-être se posera la question de coordonner leurs interventions, de mieux faire connaître leurs spécificités. Parce que certains ont des domaines, il y en a qui couvrent l'intégralité du spectre. Celui de l'ENA, par exemple, a 9 modules qui couvrent à peu près tout. Et il y en a d'autres qui sont plus spécialisés, soit d'origine, soit parce qu'ils se consacrent à des types de risques plus importants. Toute la question est de savoir de quoi ont besoin ceux qui veulent se faire former au niveau d'un Master 2, qui est quand même un niveau très élevé, c'est-à-dire au moins au-delà de Bac plus 5. Et qui s'agit-il? Maintenant, pour donner un exemple de celui de l'ENA, ce sont pour une majorité des gens qui travaillent, donc qui font ça en même temps que leur travail, leur activité professionnelle, et qui ont envie de devenir, dans leur activité, quelle qu'elle soit, un référent risque, ayant la connaissance du risque, la recherche de réponse du risque, et pouvant sensibiliser l'ensemble de leur environnement professionnel et elle préparait à faire face au risque. Voilà ce que je peux dire en 2 mots pour Roger, mais peut-être aussi on peut laisser... Oui, alors justement, Paul-Henri Richard, je voulais venir vers vous parce que vous êtes jeune et c'est super parce que vous avez donc compris qu'il y avait quelque chose à faire dans la gestion des risques. Alors en quoi aujourd'hui on est dans un marché porteur pour tous les métiers qui tournent autour de ça? Est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas? Je pense qu'on y est pleinement. L'actualité nous le rappelle tous les jours, que ce soit pour la protection des populations avec la succession des crises quasiment maintenant en permanence. Pour le domaine de la sécurité civile, que ce soit 2017 ou début 2018, a été une année extrêmement chargée, entre une campagne de feux de forêt extrêmément intense, ensuite la succession de 3 ouragans d'importance dans les Antilles, actuellement la crue de la Seine et les épisodes neigeux. Donc, rien que sur la thématique sécurité civile, on a une actualité en permanence qui met en exergue l'importance d'avoir une formation des cadres de la sécurité civile sur cette thématique. Dans le secteur privé, il y a également toute une série, le monde qui se complexifie. Je ne veux pas refaire l'approche de
la globalisation et du monde qui va de plus en plus vite, mais les grandes entreprises, mais également les PME, ont besoin d'avoir des managers de risque qui ont une approche globale de la thématique. Depuis la fin des années 90, début des années 2000, on est passé d'une approche où on ne peut plus fonctionner par silo, où on est vraiment dans le domaine hygiène-sécurité, cybersécurité, sécurité civile, ainsi de suite. Il y a un besoin pour les responsables de gestion des risques et des crises d'avoir une connaissance large des thématiques. C'est pourquoi en 2002, il y a eu la création anciennement c'était les DESS, mais maintenant c'est devenu un master, dans le domaine de la sécurité globale, pour offrir aux futurs cadres, que ce soit du secteur public ou du secteur privé, une présentation en fait, de l'ensemble des thématiques en lien avec la sécurité. Ça va de l'intelligence économique à la cybersécurité, à la menace, et pour leur donner une approche, en tout cas l'ensemble des billes qu'on a par thématique. On ne peut pas, bien sûr, sur ces domaines, être un expert de tout, mais il y a une nécessité pour ces cadres d'avoir une compréhension fine de l'environnement dans lequel il évolue, que ce soit sa collectivité, son entreprise, et de pouvoir mobiliser rapidement un peu des réseaux d'experts, ou tout simplement des instituts, des administrations qui peuvent lui venir en aide sur des thématiques. Par exemple, si on prend en compte la thématique cybersécurité, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui peut apporter une expertise pour un cadre dans le domaine de l'hygiène de la sécurité qui n'est pas forcément un expert de la cybersécurité, mais qui a besoin de pouvoir mobiliser rapidement des informations sur ce sujet. Et quand la création de ce master, en fait, elle vient en écho aux attentats du 11 septembre, où en fait, la thématique de sécurité globale, où il n'y a plus de sécurité intérieure, sécurité extérieure, où la menace, on l'a encore vu récemment avec les attentats qu'ont touché la France, quand on prend Saint-Quentin-Fallavier, où sur une entreprise classée Seveso, il y a une attaque sur l'entreprise. Je ne pense pas forcément que le responsable hygiène sécurité environnement avait pris en compte toute la dimension menace auparavant, et donc maintenant il y a une nécessité d'avoir une vision large de ces thématiques. Et donc c'est les formations en fait dans le domaine de la gestion des risques et des crises s'ouvrent de plus en plus à l'ensemble des thématiques. Alors justement, vous parliez notamment de cybersécurité. Quels sont les nouveaux métiers qui ont émergé autour de la gestion des risques ces derniers temps ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce qu'on propose comme nouveaux métiers, nouvelle carrière ? Alors l'évolution des métiers, elle est constante depuis la création des toutes premières formations, et en fait elle évolue en fonction de la demande du marché de l'emploi, de la demande des industries, de la demande des collectivités territoriales, de tous les acteurs de la sécurité civile. Les nouveaux risques type cybersécurité, par exemple, ce sont des formations qui existaient peu et qui viennent maintenant de façon très importante. Si on prend aussi le domaine santé-sécurité au travail, par exemple, il y a une dizaine d'années une grande vague sur les plans de continuité d'activité, par exemple, suite à H5N1. On a aujourd'hui une vague plus importante sur tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Bref, ça suit les évolutions de la société et les demandes du marché. Alors, Christian Vax, vous travaillez sur ces thématiques depuis de longues années. Ces passerelles vers la professionnalisation, elles sont solides ou est-ce que c'est un peu friable ? Comment vous les percevez ? Je crois, d'abord, il y a le contenu de la formation qu'il faut évidemment préciser. On n'a encore pas travaillé de façon très approfondie, finalement, sur le contenu de la formation. Moi, je vois plutôt l'usage que peuvent en faire les entreprises ou les entreprises moyennes par les très grosses entreprises qui sont déjà armées, si vous voulez, ou les collectivités locales. Là aussi, pas les grosses collectivités locales, mais les collectivités locales plus moyennes, disons. Parce que il ne suffit pas d'avoir des plans, il faut encore les faire vivre, il faut encore les exploiter, les connaître. Et je pense qu'il y a de la place donc à ce niveau-là pour des personnes disposant d'une formation de moyenne qualité. Je n'irai pas aux formations que propose Monsieur Mas, mais peut-être sur des formations de qualité un petit peu inférieure. Je crois qu'il y a de la place dans les collectivités. Maintenant, vous savez aussi que les objectifs gouvernementaux en termes de collectivité freinent un peu les collectivités dans leur capacité à employer.
Donc j'imagine que ça pourrait être de nouvelles compétences acquises par des personnes présentes déjà dans les collectivités qui pourraient faire valoir auprès de la collectivité ces nouvelles compétences. Et du coup, on voit très souvent des secouristes dans nos associations déjà très engagés dans la vie associative, mais aussi très engagés dans la vie municipale, très souvent fonctionnaires de ces collectivités territoriales, donc qui pourraient apporter à leur collectivité, je crois, une expertise qu'ils développent déjà de façon bénévole. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je pense que, si vous voulez, je voudrais ajouter ceci. Ce qu'on constate, si vous voulez, c'est qu'en général, une crise dans un domaine très segmenté donne lieu, à la sortie de crise, à la recherche d'une réponse. On met en place quelqu'un qui sait gérer la crise. Bon. Or, aujourd'hui, on voit arriver une multiplicité de risques, de menaces, de crises, qui font qu'on a besoin de managers, de cadres, de référents, de relais, de veilleurs, en quelque sorte, qui, dans la structure qui est concernée, que ce soit une entreprise ou une administration ou une structure hospitalière, peu importe, non seulement anticipe le risque de crise, je prends par exemple au risque de la cyberattaque, bon, mais en même temps les autres. C'est-à-dire qu'il y a le caractère multiforme des menaces et leur caractère un peu prévisible quand même fait qu'il faut s'y préparer. Et donc vous avez besoin de quelqu'un qui soit en permanence dans la culture de la préparation à ça pour rappeler à chacun des acteurs et des décideurs qu'il ne faut pas s'arrêter parce qu'on a géré un sujet et qu'il n'y a pas les autres. Tous les sujets sont imbriqués. Et c'est devenu, je crois, c'est là, vous demandez quelle est la professionnalisation. Elle est là. C'est-à-dire qu'on voit apparaître auprès d'un chef d'entreprise quelqu'un qui va l'aider en permanence à rechercher quel risque de menace pèse sur lui sans qu'il en ait toujours conscience, ou la détecte, ou l'anticipe, pour laisser à la réponse la plus faible part d'improvisation possible. Et donc, c'est en ça que la professionnalisation est nouvelle. Alors, on le voit bien, par exemple, Poitiers est parti il y a très longtemps, à partir d'un risque industriel, d'un risque assurantiel, tout ça, bon, et qui étaient déjà des matières très fortes. Mais maintenant, le spectre est complet. C'est-à-dire que ça peut venir de partout. Le docteur Vass a parlé de H1N1, vous avez la cyberattaque, et donc vous avez besoin, quand vous êtes décideur, quand vous pilotez une structure, d'avoir auprès de vous quelqu'un qui va vous aider en permanence à réfléchir et à anticiper la survenance d'un risque et donc d'une crise. Et donc, il vaut mieux le mettre en amont. Et c'est en ça que la démarche professionnelle devient de plus en plus forte. Alors, elle est lente à monter en puissance, elle est variée dans ses formations, alors on va y revenir, mais c'est ça le phénomène nouveau. Alors Benjamin Battiot, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous faites à l'Institut des risques industriels de Poitiers? Qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les formations? En quelques mots, évidemment, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, pour décrire peut-être aux gens qui sont ici ce que vous faites. Alors, en termes de formation, l'offre que l'on a, nous, elle est sur 3 volets. Il y a un volet qui est peut-être un peu moins pertinent par rapport à cette expo aujourd'hui, c'est le volet assurantiel. Formés au métier d'actuaire. Les actuaires, ce sont ceux qui vont étudier les statistiques pour pouvoir chiffrer le risque pour les assurances. Donc, hormis ce volet-là, on en a 2 autres. On en a un qui concerne la cybersécurité et comment déployer une politique de protection des données dans une entreprise. Et puis un autre volet qui concerne tout ce qui est lié à la santé, la sécurité au travail, la protection des travailleurs et tout ce qui est lié aux risques environnementaux. Donc ça, ce sont les grands volets. Après, en termes de type de formation que l'on a, on parlait de multiplication des types de risques et donc une évolution aussi temporelle. On offre la possibilité à des jeunes de pouvoir se former, ce qu'on appelle la formation initiale. Donc ils vont sortir de chez nous à 23 ans avec un diplôme de master. Mais on forme aussi, des gens, la possibilité à des professionnels, Monsieur Wax en parlait, qui souhaitent acquérir des compétences que l'université a ou a acquises à travers ses laboratoires de recherche, des professionnels qui souhaiteraient acquérir ces compétences-là et qui reviennent chez nous. Donc de plus en plus dans cette évolution, l'université devient un acteur dans la cité, dans la vie économique et dans la vie du secourisme en général. Même question pour vous, Paul-Henri Richard. Qu'est-ce que vous faites chez vous à Troyes et puis surtout, parlez-nous de ce partenariat avec les sapeurs-pompiers. Bien sûr, avec un digne représentant ici présent. On a un master sur le domaine de la sécurité globale, donc à la fois avec des étudiants en formation initiale qui viennent, on a un public assez diversifié, il y en a pas mal qui viennent d'instituts universitaires technologiques qui sont spécialisés dans l'hygiène, la sécurité et l'environnement, également parfois d'autres types de profils qui viennent de licences
en STAPS, en sociologie, en histoire, et qui souhaitent derrière monter en compétences dans le domaine de la gestion des risques, avec pas seulement une approche spécialisée, mais une ouverture aux différentes thématiques. En deuxième année de master, on a plusieurs séminaires sur, par exemple, l'intelligence économique, sur la santé et le développement durable, on a également toute une partie sur l'introduction à la gestion des crises et sur le continuum entre risques et menaces. Donc là, c'est plus la thématique en lien avec les forces de police, les forces spéciales et sur la radicalisation, enfin, les problématiques qu'on a actuellement. Donc on a bien sûr cette partie-là en formation initiale et aussi maintenant ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie, des professionnels qui souhaitent soit se réorienter, soit monter en compétences pour aller sur de nouvelles responsabilités, sur de nouveaux postes, où on a à la fois des officiers sapeurs-pompiers, mais ça peut être également du cadre des associations agréées de sécurité civile ou du secteur privé, qui viennent généralement, qui arrivent tout de suite en Master 2, et qui viennent sur un cursus en 18 mois, donc en alternance, à la fois par le contrat de professionnalisation ou l'apprentissage, et là qui viennent une semaine par mois près à l'université pour avoir des cours thématiques, et également avec un partenariat qu'on a depuis 2012 avec l'École nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, avec un parcours spécialisé sur la gestion de crise. Donc là où il y a une réelle montée en compétences assez importante sur ces thématiques, avec un semestre en entier, donc ça fait quasiment 5 semaines qui a lieu sur Aix-en-Provence, à l'école, où là il va y avoir tout un ensemble d'exercices de gestion de crise, où les étudiants vont être un peu mis en pression et au fur et à mesure vont acquérir des compétences sur mettre en place un dispositif de gestion de crise, construire des exercices de gestion de crise, quel que soit le niveau, que ce soit du niveau terrain ou également des exercices cadres, et qui, à la fin de leur cursus, vont faire jouer justement les animateurs habituels. Il y a tout un pôle de formation où il n'y a pas seulement des sapeurs-pompiers, il y a également des personnes des forces de police, de la direction départementale des territoires, de la police municipale, et qui vont passer de l'autre côté, et c'est les étudiants qui vont prendre le rôle d'animateurs, qui ont construit tout au long de leur parcours un exercice de gestion de crise. Donc on a des thématiques attentats, feux de forêt, inondations, des thématiques sanitaires, et qui vont en fait monter au fur et à mesure en compétences. C'est un format qui est en 18 mois, donc qui permet, que ce soit une entreprise ou une collectivité, d'avoir un cadre en formation qui, en fait, au fur et à mesure, a des temps de montée en compétences et puis aussi de mise en perspective. L'intérêt qu'ont aussi les entreprises et les administrations à venir envoyer des personnes en formation continue, c'est de les décentrer pendant un temps de leurs problématiques opérationnelles qu'ils ont au quotidien et où ils n'ont pas forcément le temps de mettre en perspective ces thématiques. En fait, la professionnalisation, ce qu'on demande à un cadre, c'est d'avoir l'esprit critique et d'avoir la capacité également de convaincre. Parce que c'est important de pouvoir faire de l'aide à la décision, mais également, s'il n'y a pas les bons arguments à apporter aux décideurs, c'est parfois compliqué de présenter des nouveaux investissements sur des risques et menaces qui sont parfois assez peu probables. Il y a une nécessité d'argumenter pour faire avancer les choses. Et ça, c'est notamment en mettant en perspective les réflexions et en venant dans la formation continue qu'on peut se laisser des marges avec de nouvelles billes pour être plus critique. Alors Henri Mas, je vais vous poser la même question. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre master, donc spécialisé en prévention et gestion territoriale des risques? Il y a des petites plaquettes pour ceux qui seraient intéressés. Oui, bien sûr. Alors, pour compléter ce que vient de dire mon prédécesseur, je crois qu'effectivement, il faut savoir réagir à l'événement et donc gérer la crise. Nous, le master, il est en amont. C'est-à-dire que le master, il s'adresse à des personnes qui sont déjà dans la vie professionnelle, pour la plupart. Il y a quelques étudiants d'ailleurs, mais il y a les deux, c'est ouvert. Et il vise à prévenir et à gérer les risques sur le territoire et dans l'espace. C'est-à-dire à former, comme je le disais tout à l'heure, à déceler par où va arriver la menace. Bon, et elle est multiforme, elle peut arriver. Alors, vous disiez les risques sont difficiles à déceler, mais on voit bien, en regardant autour de nous,
qui sont permanents, qu'ils se répètent, qu'ils sont latents. Il suffit par exemple de penser aux campagnes électorales avec la possibilité qu'ont des pays extérieurs d'intervenir dans une campagne par la mission de messages frelatés. Donc, et tout ça, ce sont des données qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Donc on est en permanence sur une évolution des risques. Donc il faut les connaître, mais il faut aussi les déceler, les détecter, être en veille. Donc c'est former des veilleurs, si vous voulez, qui est un peu la mission de ce master, qui est donc s'est créé, je vous l'ai dit, en 2006, mais surtout depuis 2012, et qui forme en gros une vingtaine de spécialistes par an, qui en plus ont à faire, alors ils ont d'abord une formation de 350 heures en 9 modules, et ces 9 modules, ils couvrent le spectre, puisqu'il y a un module sur les risques, le penser les risques. Il y en a un sur les politiques publiques de gestion des risques avec les menaces, la sécurité publique et les risques en milieu urbain, la protection des populations civiles dont je m'occupe plus spécialement, la santé publique, la sécurité sanitaire, l'environnement, les risques de la nature et de l'environnement, les risques industriels et technologiques, là on rejoint ce que d'autres avaient déjà initié, les risques économiques, juridiques et informatiques. N'oublions pas le risque pénal, le risque que tout acteur qui met en danger la vie d'un autre s'expose à une poursuite pénale ou à des suites, ou même à être recherché en indemnité civile. Moi, je prends l'exemple de mon cas, j'ai été préfet 4 fois. Depuis il y a 30 ans, on n'aurait jamais pensé à tout moment devoir expliquer ce qu'on fait pour pouvoir se justifier devant une juridiction ou devant un magistrat qui vous pose des questions, ce qui est arrivé quand j'ai vécu un certain nombre de catastrophes. Donc quand vous vivez la culture nouvelle qu'on a par rapport au risque, c'est que quand une catastrophe se produit, il faut noter tout ce qu'on fait, il faut enregistrer tout ce qu'on décide, il faut pouvoir rendre compte de ce qu'on fait pour justifier qu'on apporte des réponses et pour montrer que les réponses sont proportionnées à ce qu'on vit. Mais en amont, là je reviens en amont sur le master, il faut gérer la détection du risque. Et ça, c'est une culture. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'il y a un spectre très large qui va du master, qui est celui qui est adossé à l'ENA, aux autres masters, qui va de la détection du risque jusqu'à la gestion de la crise. Et entre deux, avec toute une série d'approfondissements selon ce que... Et donc, on voit bien que c'est important, c'est que les personnes qui veulent se former à cette nouvelle dimension de la gestion des affaires puissent connaître bien les différentes filières par lesquelles elles peuvent trouver ce qui correspond à leur attente personnelle. Parce qu'elles ont selon leur degré d'évolution. Dans le master qui est à Strasbourg, je vois arriver tous les ans des gens d'une variété extraordinaire, qui sont des pharmaciens, qui sont pour certains des commerçants. J'ai vu des gens qui viennent d'outre-mer, j'ai vu, il y avait un officier de la DGSE. Enfin, donc vous avez des gens d'origine très variée, et chacun, dans son parcours professionnel, veut faire autre chose à partir des risques. Donc il veut, là, dans le cas d'espèce, se pénétrer des risques, et c'est l'objet. Mais les autres masters complètent ça, et je crois que c'est ce spectre qu'il faut qu'on puisse pouvoir présenter, peut-être même coordonner. Je sais que l'ENSOS travaille avec certains des masters pour mettre en adéquation. Il faut essayer de voir si on ne peut pas aller plus loin, parce que l'important, c'est que dans la civilisation, dans le monde où on est, qui va très très vite, où les menaces se multiplient, où les risques sont latents, on puisse chacun trouver la meilleure réponse, parce que les moyens sont quand même limités, comme pour tout. Alors, Christian Vax, quand on a préparé cette conférence, vous m'avez parlé d'une plateforme contributive qui a été créée en 2012, donc avec cette dimension bénévole en termes de validation d'acquis d'expérience et même la construction d'un DU. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors la plateforme contributive... En fait, elle est née d'une rencontre entre la protection civile et la Croix-Rouge, rejointe par toutes les associations agréées de sécurité civile et par la FNSP, pour justement faire connaître le rôle que nous attendons jouer au niveau des bénévoles. Et au sein de cette plateforme contributive, qui n'était pas une plateforme revendicative, je le précise, et qui a été présenté donc à l'époque au ministre de l'Intérieur, et qui a d'ailleurs très bien marché. Beaucoup d'avancées sont sorties de cette plateforme contributive. Il y avait effectivement la promotion donc du bénévolat au travers et de façon beaucoup plus modeste que les masters qui viennent d'être exposés là tout de suite, au travers d'un éventuel DU qui serait constitué donc par la validation des acquis de l'expérience d'une part
j'allais dire en subir, non, c'est pas le mot, où il fallait participer donc en présentiel. Ça représentait 4 à 5 modules de 3 jours environ. La difficulté à laquelle nous sommes heurtés sur ce travail, et nous y sommes encore, c'est sur le coût envisagé pour l'inscription sur ces DU ou sur un éventuel DU ainsi construit. Je pense qu'on va peut-être pouvoir franchir l'obstacle grâce au compte individuel de formation. Compte individuel de formation qui permettrait à chacun donc de se former à autre chose que ce qu'il a déjà reçu ou complété une formation. Encore faut-il que ce diplôme universitaire soit reconnu au titre de ce compte individuel de formation, ce qui n'est pas encore fait pour l'instant, mais on a quelques soutiens du côté de la DGSC justement dans ce domaine-là et on travaille à ça. Voilà. Benjamin Bathiot, cette problématique des bénévoles et des passerelles qu'ils peuvent avoir, vous l'avez vu, on vous en a parlé, vous l'appréhendez également ? Alors, il y a quelques années, la grande problématique pour ceux qui souhaitaient revenir vers l'université pour acquérir un certain nombre de compétences, c'était le fait de ne pas avoir cette possibilité-là. Aujourd'hui, on n'y est plus, les possibilités s'ouvrent dans les universités à travers différents dispositifs qui existent, mais la plus grande difficulté, elle vient d'être évoquée, elle est financière. C'est que ces formations-là, ça coûte combien ? Soyons précis, par exemple. Alors, tout dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de paramètres, ce qui fait qu'en fait, il faut étudier les cas, on va dire, individuellement. Si on prend une des formules qui est la plus utilisée aujourd'hui, qui sont les VAE, les validations d'acquis d'expérience, et qui passent par une première étape qui est l'identification des compétences qui ont été acquises dans le milieu d'activité. Selon ce qui va être validé, le coût réel à la fin, il varie entre 500 et 4500 euros, à peu près. C'est une grosse fourchette. C'est une très grosse fourchette et qui dépend de la compétence qui a été acquise durant l'activité. C'est-à-dire que si beaucoup de compétences ont été validées par la commission qui va être chargée de les valider, à ce moment-là, la formation va revenir relativement peu chère, parce qu'il y aura peu de choses à dispenser à cette personne pour qu'elle ait le diplôme. Par contre, si elle doit faire une validation quasiment complète, là, il va falloir qu'elle suive tous les cycles de formation. Là, oui, les coûts sont beaucoup plus importants. Oui, alors comment on fait quand on doit payer 4 500 euros pour une formation ? Quelles sont les solutions qui s'offrent à ces gens ? Alors, il y a un certain nombre de dispositifs de formation quand même qui s'ouvrent. On en parlait, il y a le compte sur la formation, il y a les droits individuels à la formation aussi. Il y a un certain nombre de choses qui existent. Pôle emploi aussi peut prendre en charge certaines formations. Mais ça, encore une fois, c'est au cas par cas. Il faut prendre contact avec les universités, avec les grandes écoles pour essayer d'étudier la possibilité de suivre ces formations-là. Paul-Henri Richard, ça peut être un frein aux vocations, justement, à tous ces métiers-là ? Ça a été assez bien abordé. Je pense que l'université est quand même dans l'ensemble assez souple. Et pour en traiter régulièrement des dossiers de validation d'acquis professionnels ou validation d'acquis de l'expérience, c'est rarement un frein. Il y a toujours une solution de financement qui est trouvée. Et donc après, les dossiers sont étudiés au cas par cas, parce que parfois, la personne souhaiterait faire une VAP, mais par rapport au programme de la formation qu'elle souhaiterait faire, par rapport à son expérience ou son métier, on n'est pas forcément dans le même scope. Par exemple, nous, on a une approche auprès des officiers sapeurs-pompiers où il y a beaucoup de sous-officiers qui aimeraient ensuite aller sur le concours d'officiers, qui souhaitent faire le master, mais qui, dans la validation des acquis professionnels, il y a une part qui n'ont pas encore, parce qu'ils sont pas encore à des fonctions de commandement au sens d'officiers sapeurs-pompiers, et il y a des parts en fait, où on ne peut pas valider en fait, l'ensemble des expériences qu'ils ont pu acquérir dans la gestion d'équipe, et ça nécessite en fait d'étudier les dossiers. Mais non, c'est pas bloquant. C'est pas la dimension financière qui est bloquante. C'est plus parfois les compétences et le projet aussi professionnel derrière. Il faut pas arriver en disant faire une formation pour faire une formation, mais s'il y a une reconversion, il faut avoir un projet clair de reconversion, et si le projet n'est pas clair, c'est généralement là où ça bloque. Alors Benjamin Bathiot, vous voulez juste compléter ce que vous disiez, puis après on viendra à Christian Vax.
Oui, juste pour compléter en fait par rapport à ces difficultés, la difficulté financière, effectivement, on étudie au cas par cas, on peut trouver des solutions. Le retour d'expérience que l'on a par rapport à ces personnes qui sont revenues vers l'université, c'est qu'une des principales difficultés, c'est il faut être très très motivé, parce que revenir vers l'université, quand on a passé 10 ans inséré dans le milieu professionnel ou dans le milieu associatif, qu'on a sa vie de famille, qu'on a etc., c'est pas toujours évident. Cette conciliation-là est pas toujours simple à faire. Donc le financier, on peut. Après, c'est à chacun la motivation, c'est à chacun de faire le bilan et de venir nous voir. Christian Vax et ensuite Henri Mas. Oui, très concrètement, la formation que nous avions envisagée et que nous envisageons toujours, au travers donc d'une part de l'aviation de l'expérience et d'autre part de modules en présentiel. Il y avait 4 modules en présentiel sur 3 jours à répartir sur plusieurs mois. Et nous étions sur un devis à 2 000 €. Ce qui est apparu cher aux dirigeants de nos différentes associations agréées. Bon, comme vous le disiez, c'est une histoire de motivation. Si les dirigeants sont motivés, ça va bien. S'ils le sont moins, ça fait cher. Moi, je pense que c'était finançable au travers des éventuels comptes individuels de formation, comptes de formation en général, au travers de la mise des associations qui pouvaient attendre de récupérer des cadres, et puis au travers également peut-être d'une petite mise personnelle. Enfin, ça, je ne veux pas anticiper là-dessus, mais je pense que 2 000 €, c'était très certainement gérable. Ça le reste. Oui, alors effectivement, je confirme tout à fait les choses importantes. La première, c'est la motivation. Dans le cas du master qui est à l'ENA, on a des personnes qui sont toutes en activité et qui viennent passer des périodes de 2 jours par semaine pendant un certain nombre de mois à Strasbourg. Donc certaines viennent de très très loin, de France, enfin même d'outre-mer. Donc il faut déjà une motivation considérable. C'est un investissement personnel à la fois intellectuel et d'engagement, et puis c'est un investissement financier lourd. Alors certains peuvent suivre un seul des 9 modules. Il y a un système qui fait qu'un pour 1 500 €, on peut suivre un module uniquement, si on veut se spécialiser dans un domaine particulier. Mais si vous voulez faire l'ensemble de la formation qui passe après par la soutenance d'une thèse professionnelle, qui passe par des stages, il y a 850 heures de stage, en plus des 360 heures de cours, c'est une opération extrêmement lourde qui porte sur 2 ans et demi. En gros, il y a une petite année de formation, puis après, étalé dans le temps, il y a à la fois les stages, qui sont d'ailleurs passionnants, parce que les personnes, on les aide pour certaines à le trouver, mais ça va du SGDSN jusqu'à une entreprise en passant par tout le spectre. Certains sont passionnés par un sujet, ils proposent d'aller voir et ils donnent une ouverture. Le mémoire, et d'ailleurs, s'il n'est pas classifié, pour certains ils le sont pour des raisons qu'on imagine, mais il est accessible sur le site, enfin l'école le diffuse. Bon, alors il reste que globalement, si vous faites l'ensemble du parcours de 2 ans et demi avec tout, vous êtes obligé d'investir, et souvent les gens le font sur leur propre denier, une somme qui va jusqu'à 8 500 €. Donc c'est une affaire très lourde, mais effectivement avec un résultat qui est que vous avez un Master 2 professionnel d'un niveau, grandes écoles, reconnu par la conférence des grandes écoles. Effectivement, c'est important. Et donc je comprends, et en plus c'est très sélectif. J'ajoute que sur les candidats qui viennent tous les ans, sur les 50 qui sont en finale, on n'en retient qu'une vingtaine. Donc, si vous voulez, parce qu'on va leur demander beaucoup, parce qu'on attend beaucoup d'eux, parce que c'est une application très forte et qu'on veut former des managers de très très haut niveau. Et qu'en même temps, on ne peut pas en former trop, parce que si vous formez un trop grand nombre, vous êtes obligé de scinder en 2 ou 3 groupes et vous perdez l'efficacité de la formation. Je vais me tourner une petite minute vers le public, savoir s'il y a déjà des questions avant qu'on continue. Est-ce que certains d'entre vous ont des interrogations, des précisions à demander? Vous n'hésitez pas, vous levez la main. Manifestement non, pour l'instant c'est clair comme de l'eau de roche. Parfait. Surtout n'hésitez pas, vous levez la main et on vous donnera la parole sans problème. Alors Christian Vax, vous qui êtes auprès des bénévoles, est-ce que vous jouez un peu le conseiller d'orientation? Est-ce que vous recevez comme ça beaucoup de demandes et est-ce que vous arrivez à orienter? Oui, enfin, pour l'instant, j'ai effectivement des demandes. Quand est-ce que ça sort ton truc? C'est assez vague. Non, mais je crois que c'est exactement comme ça qu'il faut poser la question. C'est-à-dire que ça fait maintenant 2 ou 3 ans qu'on travaille, même depuis 2012, mais enfin, très concrètement, depuis 3 ans qu'on travaille là-dessus, qu'on n'avance pas suffisamment, à mon goût, si vous voulez. Qu'est-ce qui vous ferait avancer plus vite? Je crois que ce qui me ferait avancer, c'est la table ronde carrée d'aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'on vient de se rencontrer entre personnes qui ont des désirs communs, même si les niveaux ne sont pas les mêmes, et que je vais contacter très très rapidement, comme je vais recontacter l'ENSOP, évidemment, parce que je crois qu'on a des choses à se dire, et moi j'ai beaucoup à apprendre des propositions que vous pouvez faire. Voilà. Il y a d'ailleurs une synergie, puisque vous en parlez à l'instant. Est-ce qu'il y a une synergie suffisante entre tous les masters, toutes les offres de formation entre les grandes écoles et les universités? À ma connaissance, non. À ma connaissance, il y a une espèce de dispersion, si vous voulez. Je vais dire comment j'ai travaillé. J'ai adressé un mot à la conférence des présidents d'université et une lettre très détaillée de ce qu'on voulait faire. J'ai reçu 3 réponses. Voilà. Pourquoi ? Non pas par désintérêt, je ne pense pas, mais parce que chacun est dans son domaine d'activité, dans sa spécialité, dans son université, et que finalement faire la synthèse, c'est pas une urgence. Voilà. Hein, je crois que c'est ça. Donc moi je pense que la réunion d'aujourd'hui a un grand intérêt parce qu'elle nous permet de nous connaître, elle va nous permettre d'avancer. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'il y ait au niveau des associations agréées un petit coup de pouce. Hein, bon, je suis pas Don Quichotte. Hein. Mais de qui viendrait-il ce coup de pouce ? Je crois qu'il faut que ça se passe au niveau des CNPC, notamment, que cette habile réunion des associations agréées soit peut-être sur ce plan-là plus proactive, comme on dit. Alors on va reparler encore de l'orientation et venir donc au bachelier. Donc vous prenez la parole sur celui qui se sent le plus légitime. Donc je suis bachelier. Demain j'ai envie d'intégrer l'un de vos masters. Quelle est la voie royale pour vous rejoindre ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je suis pas sûr qu'il y ait totalement une voie royale, dans la mesure où si on standardise les parcours, on se retrouve avec à peu près forcément les mêmes profils d'étudiants qui arrivent sur le même type de master, et c'est pas l'idéal. Pour avoir des formations, on va dire, du supérieur qui sont assez intéressantes, il faut qu'on ait des profils qui arrivent dans nos formations et qui sont des profils déjà diversifiés. Comme je disais tout à l'heure, des profils qui peuvent venir de sociaux, de STAPS, de psycho, ainsi de suite, et qui ont déjà fait des approches, éventuellement des BTS, des UT qui sont dans une approche très sur de la mécanique, sur d'autres sujets, et qui, au fur et à mesure de leur stage ou de leur licence, souhaitent aller dans le domaine de la gestion des risques, ou même sur des formations continues. Et il n'y a pas de... moi, j'étais sur un profil de diplôme universitaire technologique dans l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Donc, pour le coup, en 2 ans, on devient des techniciens supérieurs de ces thématiques, où on est en contact fort avec les entreprises, où on est sur des sujets à la fois assez scientifiques et assez techniques, sur de la radioprotection, sur de la santé et sécurité au travail, ainsi de suite. Mais derrière, ça fait des personnes qui sont vraiment spécialistes du domaine et qui n'ont pas forcément d'ouverture sur d'autres thématiques qui sont en dehors de la santé et sécurité du travail. Et je pense que sur des formations du supérieur, plus il y a de diversité, mieux c'est. Et après, ils se professionnalisent sur du niveau master, voire des écoles d'ingénieurs. Mais sur des écoles d'ingénieurs, il y a parfois des profils qui arrivent de licences professionnelles et qui arrivent en bac plus 4 dans les... c'est en bac plus 5 dans les écoles d'ingénieurs. Les uns les autres, vous êtes d'accord avec ça ? La diversité des profils, c'est aussi la clé pour avoir des professionnels compétents ? C'est la diversité et c'est souhaité. C'est souhaité pour avoir un mélange culturel, y compris dans les formations. Après, ce qui est difficile avec le domaine de la gestion des risques, c'est que c'est pas un métier, c'est des métiers. Et en fait, on en parlait tout à l'heure avec la formation de l'ENA, c'est que la formation de l'ENA n'est pas tout à fait la même que celle qui est faite au niveau de l'IRIAF, qui n'est probablement pas tout à fait la même que celle qui est faite par mon collègue. Donc en fait, le profil... Alors pour les bacheliers, moi je pense qu'ils arrivent dans les études supérieures, il faut avant tout qu'ils fassent ce qui leur plaise. Après, la vocation viendra un peu plus tard, mais faut qu'ils réfléchissent à leur projet professionnel, et en fonction de ce projet-là, ils vont se diriger vers un type de formation qui ne sera pas le même en fonction de l'endroit où ils iront.
Et alors, on parlait du bachelier. Si j'ai 40 ans et que je veux me réorienter, faire complètement autre chose, là encore, est-ce qu'il y a une voie royale pour vous rejoindre ou pas? Ou si demain je suis boulanger et que je veux faire d'un coup de la gestion des risques, est-ce que c'est possible? C'est tout à fait possible. Et l'exemple est intéressant parce que nous avons eu, il y a quelques années, un boulanger, oui, qui faisait partie d'un service, qui a fait très longtemps partie d'un service à la gendarmerie en cybercriminalité, qui a passé un master en cybercriminalité, puis une thèse en droit sur la cybercriminalité. Donc, ce sont des parcours très atypiques, mais ce sont des parcours qui sont possibles. Alors là, on parlait de motivation. Là, il y en avait une jolie. Il en a fallu beaucoup. Mais c'est possible. Donc là, c'est pareil. Il n'y a pas de profil type. Je dirais qu'il y a une porte d'entrée dans tous les organismes qui font des formations. Pour l'Université de Poitiers, ça s'appelle UP Pro. C'est la porte d'entrée. Il y a un dossier à déposer qui est gratuit. Et puis après, il y a une étude de faisabilité pour savoir quelle est la voie la plus intéressante pour la personne qui souhaite reprendre les études. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par hasard sur cette thématique des profils et de la façon dont on arrive à toutes ces formations? Oui, moi j'ai le sentiment qu'effectivement, la gestion de crise, c'est pas un métier. Il y a d'abord un métier, et après on va vers la gestion de crise. C'est des choses assez différentes. Alors, bon, de façon très modeste, je dirais que peut-être que les secouristes ont justement quelque chose à dire dans ce domaine-là. Hein. Voilà. Et que réciproquement, justement, les associations agréées de sécurité civile peuvent, offrir un terrain d'expérience, j'allais dire un terrain de jeu, mais enfin plutôt un terrain d'expérience aux étudiants qui justement n'ont jamais fréquenté les associations de sécurité civile et qui pourraient y trouver là matière à des expériences concrètes. Et on est très preneurs, nous aussi. Je pense, si vous voulez, que alors, dans le cas du master de l'ENA, c'est un peu particulier parce que les étudiants sont très minoritaires dans le dispositif, même s'il en existe. Ça prouve bien que certains, qui ont une motivation très très forte, passent très vite à un stade très élevé de formation pour s'adapter à une nouvelle activité professionnelle. Je pense qu'une des raisons de progression du système, c'est que les responsables, que ce soit les chefs d'entreprise, les directeurs d'unités, de centrales et tout, incitent un certain nombre de leurs collaborateurs à se former à ça parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est avant tout une culture. Mais cette culture, il faut qu'elle essaime, il faut qu'elle diffuse, il faut qu'elle se répande. Et puis, par là même, elle arrive à sensibiliser tout le monde pour faire face à la menace. Bon. Et donc, il faut un pilote pour ça. Et c'est ces pilotes-là qu'on forme. Bon. Donc, pour qu'on les forme, il faut que leur patron ait envie de les former. Alors, c'est vrai dans certains services qui sont spécialisés. Je pense par exemple tous les ans on a au moins un officier de sapeur-pompier. Il est évident que dans la hiérarchie de sapeur-pompier, ça fait partie de la recherche en amont de tout, et donc c'est dans la culture. Mais c'est bien de le diffuser. Mais c'est vrai aussi dans beaucoup de domaines. On est quelquefois étonné de voir arriver des personnes de l'étranger. On a pas mal d'étrangers. On a un noyau d'étrangers qui viennent se former à ces risques-là. Alors ça donne d'ailleurs des échanges de grande qualité parce qu'ils apportent une approche des risques complètement différente de la nôtre. Donc, et puis ils se pénètrent de notre système à nous. Donc ça donne des échanges qui sont d'une intensité exceptionnelle. Bon. Et puis après, ils vont être confrontés à la gestion de tout ça, c'est-à-dire qu'on va leur montrer comment ça fonctionne chez nous. On leur fait visiter des salles de crise, leur fait expliquer comment en amont on anticipe le phénomène, comment on cherche à le canaliser, quelle réponse on apporte, et puis chacun apporte des éléments de réponse. Donc ça demande, si vous voulez, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de parcours, il faut une motivation, et dans le cas d'espèce, les étudiants sont des gens hyper motivés, mais à côté, sont des professionnels qu'il faut aider à se mobiliser et à y consacrer du temps. Et vous l'avez très justement dit, ça demande une implication personnelle très forte, parce que venir passer 2 jours d'affilée à Strasbourg par le train ou par l'avion, en arrivant la veille, en repartant le lendemain, avec un rythme extrêmement soutenu, avant de passer dans des stages et avant de passer dans la rédaction d'une thèse professionnelle, c'est un très lourd investissement personnel. Mais ça le mérite. Alors, quand on parle formation, on parle forcément ensuite emploi et taux d'insertion. C'est quand même ce qui intéresse souvent les étudiants qui viennent chez vous, sachant qu'il y a du chômage dehors, qu'il y en a beaucoup. Alors, le taux d'insertion dans les métiers de la gestion des risques, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est meilleur qu'ailleurs? Et est-ce qu'en passant par chez vous, on a l'assurance ou presque d'avoir un emploi? Comment ça se passe?
Les taux d'insertion dans les domaines de la gestion des risques sont excellents par rapport à d'autres types de formations qui peuvent exister. Alors, ce sont des formations qui sont quand même, on ne peut plus parler de master professionnel, ça a disparu, mais qui sont des formations quand même professionnalisantes. Et souvent, les formations professionnalisantes ont quand même un taux d'insertion intéressant. Chez nous, on en parlait tout à l'heure, on est à un taux d'insertion qui est supérieur à 80% dans les 6 mois et qui est très proche des 100% à la fin de la première année. Donc ce sont des taux qui sont excellents. On pensait que ça allait s'essouffler un petit peu parce que le marché de l'emploi allait être saturé. Et en fait, les formations se créent un peu partout. Et puis on voit que les taux d'insertion sont toujours aussi bons. Donc je pense que l'évolution, l'identification des menaces, l'identification des nouveaux risques, tout ça fait qu'il y a une prise de conscience progressive et une demande qui devient de plus en plus forte sur ces thématiques. Paul-Henri Richard. C'est pas compliqué, c'est ce que vous avez abordé au tout début, c'est la professionnalisation dans le domaine de la sécurité. Le marché de la sécurité intérieure, il augmente de plus en plus, que ce soit face aux attentats, face aux grands événements sportifs. En France, ça va être les JO 2024, mais où ça prend de plus en plus d'ampleur. Et les entreprises, mais également les collectivités, elles sont en recherche de plus en plus de ce type de profil. Donc il y a un taux d'insertion professionnelle qui est bon, mais ça fonctionne bien parce que c'est des formations professionnalisantes. C'est-à-dire que dès le départ, même en Master 1, les étudiants sont en contact régulier avec le monde de l'entreprise. Dans le Master 2, c'est pareil, ils ont un stage de 6 mois à faire, mais il y a toute la partie alternance qui se développe. Donc l'alternance, c'est 18 mois en entreprise. Donc ils sont, tout leur Master 2, ils passent 1 an et demi dans les entreprises. Et donc généralement, s'ils développent bien leurs compétences et qu'ils bossent bien dans leur entreprise, ils y restent. Donc, et les entreprises, elles développent de plus en plus de liens, et inversement avec les universités, pour, dès le début des formations, se faire connaître et être au plus juste par rapport à leurs besoins. Donc généralement, il y a quand même à partir du moment où l'étudiant a quand même un projet professionnel ou progresse dans son projet professionnel, parce que notamment en début d'études supérieures, mais même parfois on arrive à des profils à Bac+4 qui ne sont pas encore fixés sur leur carrière ou ce qu'ils souhaitent faire plus tard. Mais il y a quand même une nécessité, ce que permet notamment les stages de fin d'études, d'être présent dans les entreprises pour... si la personne n'est pas en alternance, pouvoir tester, on va dire, un petit peu un métier, une thématique pendant quelques temps. Et cette professionnalisation sur les masters, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres masters, mais elle peut se faire dès le master 1. Donc, dès le master 1, on peut aller faire des stages en entreprise, des études avec des entreprises et venir monter en compétences et en professionnalisation sur une thématique précise et, si ça plaît, continuer sa carrière sur ce sujet. Donc je pense qu'il y a quand même une bonne professionnalisation. Henri Mas, sur ce sujet. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que la fonction crée l'organe, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en réalité, en formant des gens dans les entreprises, ils finissent soit par les stages, soit par le fait qu'ils s'immersent dans le dispositif, soit qu'ils diffusent ce qu'ils sont venus chercher en même temps. Ils créent le besoin. C'est-à-dire, donc, progressivement, là, effectivement, les étudiants, au départ, il y en a quelques-uns qui le disent en arrivant, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les débouchés ? On lui dit, les débouchés, vous allez les trouver au fur et à mesure. Parce qu'en réalité, ils se créent. Alors, ils se créent parce qu'il y a un besoin. Et le besoin n'est pas toujours perçu, mais il l'est à partir du moment où vous faites venir des gens qui vous disent, en faisant un stage, mais vous avez vu que là, il y a tel problème, il y a tel... Et ça peut arriver là. Donc, tout doucement, on génère un besoin de formater une réponse adaptée en utilisant un savoir-faire, une compétence qui est celle-là. Bon. Et alors, dans les deux sens, on ne sait pas quelle est la poule, quelle est l'œuf, parce qu'en réalité, le besoin, il était là, il était latent, et en même temps, on n'a pas une réponse. Donc, alors, on n'a pas de chiffres là, parce que l'ENA, c'est évidemment, le master d'ENA sont des effectifs beaucoup moins importants que ceux des universités. Mais enfin, moi, je n'ai pas de retour d'étudiants qui sont venus nous voir en disant, moi, j'ai rien trouvé, parce que, bon, oui, bon. Alors, certains, d'ailleurs, en général, partent avec un projet assez précis. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils veulent faire, ils savent quel est le créneau qu'ils visent. Et à la sortie, je pense qu'ils trouvent, c'est toujours, il y a l'adéquation peut-être pas toujours idéale, mais ils trouvent ce qu'ils cherchent parce qu'ils l'ont préparé. C'est un peu l'objet de l'intérêt de cette démarche.
Alors, quand on parle de passerelle, on parle aussi de passerelle internationale. Bien sûr, il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui veulent maintenant partir travailler à l'étranger. Alors, est-ce que vos différents masters proposent des petites incursions ou des longues incursions à l'étranger? Je sais qu'à Poitiers, oui. Alors l'international, oui. On n'est pas forcément une des formations qui exporte le plus d'étudiants vers l'international si on compare par exemple à la faculté des langues. C'est bien entendu lié au cœur d'activité. Mais oui, effectivement. Alors on accueille aussi beaucoup d'étudiants étrangers dans nos formations, parce que ces formations sont reconnues dans le domaine de la gestion des risques. Donc c'est quelque chose qui appelle aussi d'autres nationalités. Et on exporte de plus en plus, alors d'étudiants je parle, et en Europe, puisque le processus de Bologne de 2006 fait que le master est reconnu au niveau européen, donc effectivement ces étudiants-là n'ont pas de difficulté à trouver sur le marché européen, et aussi à l'international, des grands groupes, surtout français, qui sont implantés dans d'autres pays et qui viennent chercher en France des compétences particulières. Henri Mas, je suppose que l'Allemagne étant tout à côté, vous devez avoir des passerelles avec eux? Non, curieusement, on n'a pas de stagiaires allemands. Peut-être qu'ils ont. D'ailleurs, ça mériterait qu'on regarde ce qu'ils ont comme système de formation de leur côté. Par contre, si je prenais, là, j'avais sous les yeux les pays des ressortissants qu'on a formés de ces pays-là. Pour donner un ordre de grandeur, ces dernières années, on a formé des personnes qui venaient du Togo, de la Moldavie, du Liban, du Sénégal, de la République de Guinée, du Burkina Faso, du Gabon, de la Corée du Sud, du Maroc, des États-Unis, de l'Argentine et de l'Espagne. Vous voyez, c'est pas mal. On est quand même dans une variété d'origines extraordinaire, et avec à chaque fois la capacité de nous apporter une culture, une approche, de nourrir la discussion et de faire évoluer tout l'ensemble. Alors, on n'a pas vocation à envoyer d'étudiants à l'étranger, sauf si par leur activité professionnelle, ils doivent y aller. Effectivement, là, on le facilitera. Paul-Henri Richard, est-ce que vous avez des passerelles comme ça avec l'Europe? Pas particulièrement. On a également beaucoup d'étudiants régulièrement, au moins 2 ou 3 par an, sur une vingtaine qu'on a sur les Master 1 ou Master 2 qui sont des étudiants étrangers. Sur l'ensemble de l'Europe et du Maghreb également, et où pareil ça enrichit un peu le profil des étudiants. Après on essaie de se développer avec le Québec, mais c'est en cours. C'est vrai qu'on n'a pas encore de passerelle vraiment où des étudiants sont envoyés à l'étranger. Ils le font parfois dans le cadre des stages, mais c'est pas encore très formalisé, sachant que dans toutes les universités, il y a quand même des services relations internationales qui facilitent. Mais après, ça se développe notamment en développant au fur et à mesure les partenariats avec soit d'autres universités à l'international. Au niveau de l'université, on a un partenariat avec une université à Shanghai, mais pas spécifiquement sur le domaine de la gestion des risques. Et sachant que ça marche bien pour les entreprises qui sont à l'international, mais dans la mesure où il n'y a pas du tout ni la même réglementation, ni la même culture, par exemple du risque ou du domaine de la sécurité, il y a quand même parfois un gap à franchir, et ça, faut le prendre en compte. Alors, les uns les autres, je vais vous poser cette question qui va commencer à conclure un petit peu notre conférence. Est-ce que vous vous sentez assez soutenu dans la promotion de la gestion des risques et des formations qui existent dans la gestion des risques? Est-ce qu'on pourrait imaginer une grande campagne de pub ministérielle, pourquoi pas, pour dire, eh ben oui, il y a de l'emploi dans la gestion des risques et vous feriez bien d'y aller voir un petit peu de plus près. Est-ce que vous vous sentez assez soutenu dans ce cadre-là? Et est-ce que vous avez besoin d'être soutenu aussi pour développer un petit peu? Allez-y, soyez libre de prendre le micro. Alors, je pense que c'est un domaine d'activité qui mériterait d'être promu et d'être mieux connu. Ça, c'est une certitude. Après, nous, on fait ce que l'on peut à notre niveau pour pouvoir communiquer autour. Et je crois que notre présence ici aujourd'hui, fait partie des actions que l'on peut porter pour pouvoir faire connaître notre activité. Maintenant, oui, tout ce qui pourrait exister pour pouvoir montrer l'existence de ces formations serait le bienvenu. Oui. On est donc d'accord que c'est forcément pas assez médiatisé à votre goût. On peut le dire ou pas. C'est à vous de me le dire. Je pense que les masters, les étudiants qui cherchent un peu les formations sur lesquelles ils souhaitent aller, ils réussissent à trouver l'information, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mise... Il n'y a pas de catalogue, quoi. Il faut aller chercher l'information. Il y a difficilement un référencement de l'ensemble de l'existant. Et c'est plus ça, je pense, qui serait assez intéressant pour que quelqu'un puisse avoir le choix, ou en fonction un peu de la... je ne veux pas dire que ce n'est pas un pulse, mais c'est quelle brique il souhaite prendre dans l'existant, à quel niveau est-ce qu'il veut
se faire sur une formation du supérieur, d'excellence, d'un autre niveau, sur une thématique globale, sur une thématique particulière, ainsi de suite. Et pour pouvoir construire un peu son parcours, il a besoin d'avoir accès quand même rapidement à l'information. Et il n'y a pas encore vraiment, on va dire, de catalogue ou de site internet ou autre existant sur les différentes formations dans le domaine. Je dirais pas seulement là on était sur la gestion des risques, mais il y a aussi la menace, il y a le domaine de la défense nationale, de la géopolitique, qui touche de près ou de loin à la sécurité. Et ça, c'est assez disparate. Donc il y a une nécessité d'avoir, je pense, un peu plus des outils de synthèse. Benjamin Battiot, vous voulez compléter? Oui, pour compléter, je pense peut-être qu'il faudrait différencier aussi le public visé. C'est-à-dire que autant auprès des étudiants, nous, on n'a pas beaucoup de difficultés à ce que notre formation soit reconnue. Autant auprès des professionnels, c'est pas toujours aussi évident. Alors, je sais que, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple, dans la marine, notre formation était pendant très longtemps identifiée. Donc les personnes qui souhaitent faire de la gestion des risques n'ont pas de mal à venir vers nous. Autant, et là je passerai la parole à mes voisins, c'est peut-être plus compliqué dans certains domaines d'activité. Oui, quand on est un béotien et qu'on tape gestion de crise, on va trouver 700 pages. Donc on est un peu égaré. Effectivement, je crois qu'un catalogue serait intéressant avec un contenu, les portes d'entrée, le niveau de compétences exigé à la base, le cursus, etc. Je pense que c'est vraiment indispensable. Oui. Et l'autre soutien, puisqu'on en est parlé de soutien, le soutien, c'est justement peut-être dont on a besoin. C'est de valider ces formations au titre du compte annuel de formation. Ça, oui, je crois que ce serait un soutien. On est allé voir la DGSC pour être soutenu dans ce domaine-là. Pour l'instant, il n'y a pas de suite, mais c'est tout à fait récent. Oui, ce qu'on peut dire, c'est un petit peu comme quand on prend une police d'assurance, elle coûte toujours très cher avant, et puis quand on a l'accident, on s'aperçoit qu'elle était nécessaire. Là, ce qu'on peut dire en comparant en symétrie, c'est que ceux qui ont trouvé l'intérêt d'avoir dans leur équipe quelqu'un qui est un manager du risque, en gros, il faut absolument qu'ils le fassent savoir à leurs collègues, parce que à partir de là, chacun se prémunit. Bon, donc c'est une culture, ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on diffuse une culture, il faut qu'elle se diffuse. Et donc le premier des relais, c'est celui qui en a été le bénéficiaire et qui lui a permis d'éviter la catastrophe. C'est la catastrophe ou la conséquence majeure pour son activité, la mise en cause même de son activité. Bon. Et ça vient doucement. Mais il ne faut pas oublier que ces formations, elles sont récentes. Donc on est en train d'avancer dans la culture de tout cela. Et je crois qu'effectivement, le fait d'être assemblé aujourd'hui, de pouvoir l'évoquer, de travailler avec le salon lui-même, il n'est pas vieux. Donc si vous voulez, on voit bien que tout ça est en train de mûrir. Bon. Et puis il faut qu'on organise des passerelles, alors des passerelles un peu comme celles qu'on voit à la télévision en ce moment dans les rues, parce qu'il y a de l'eau et on ne peut pas marcher. Donc c'est des petites passerelles improvisées, mais qui permettent de circuler et de se passer les relais. Quoi. Bon, c'est un peu ça qu'il faut. Il ne faut pas organiser des viaducs ou des ponts. Il faut des choses simples pour aller se dire les choses et se les faire communiquer. Bon, c'est vrai que par exemple dans les structures patronales ou dans les structures professionnelles, ou à partir du moment où on a un acteur, un chef d'entreprise, un décideur qui a vu ça et puis qui peut témoigner qu'il est passé à côté d'un problème majeur à cause de ça, on verra se multiplier la mise en place de ces structures et on renforcera la résilience, la résistance, la capacité de faire face de l'ensemble de notre société, de l'ensemble de notre système économique, de l'ensemble du système social, parce que c'est ça l'enjeu. Alors avant un dernier tour de table, est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou des... Oui. Alors on va vous donner le micro-main juste derrière vous et on vous écoute. Bonjour. Pour être honnête avec vous, j'ai eu un petit peu du mal à comprendre s'il s'agit exactement d'une profession, une formation pour accéder à une profession, et dans ce cadre-là, quelle est-elle et en quel type d'entreprise, comment est-ce qu'on est reconnu, dans quel type d'entreprise on est susceptible de travailler, ou d'après ce que vous décrivez, j'ai l'impression sinon qu'il s'agit d'une spécialisation comme un DU où on a une profession à la base avec cette spécialisation qui peut être reconnue et simplement en fait un bon plus, mais un plus sur un CV quel qu'il soit. Les deux.
C'est ça. Merci. En fait, des professionnels peuvent venir chez nous se réorienter complètement, changer complètement de voie. Un chimiste qui a envie de faire de la gestion des risques, des passerelles sont possibles. Donc ça, c'est une première possibilité. Et ensuite, on a aussi l'autre possibilité qui est quelqu'un qui vient chercher des compétences particulières parce qu'il en a besoin dans son métier. Soit le métier a un peu évolué, soit il a besoin tout simplement de se mettre à la page, si je peux le dire comme ça, dans son métier. Dans ce cas, il vient chez nous pour acquérir ces compétences-là, si on les a, bien sûr. Et sur les différents débouchés, pour par exemple des personnes en formation initiale, ça va des concours de la fonction publique, d'officiers de sapeurs-pompiers, de concours de commissaires divisionnaires également. On a pas mal de liens avec l'École nationale supérieure de police. Et après, tous les domaines de responsables de continuité d'activité dans les entreprises, responsables des risques majeurs dans des collectivités. Ça peut être également directeur, directrice d'instituts de formation dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité de l'environnement, c'est consultant dans le domaine de l'intelligence économique, de la cybersécurité. Donc le panel de débouchés est assez large, mais la professionnalisation se fait au fur et à mesure du cursus, en fonction des stages et de la carrière qui est souhaitée. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, on est entre nous, donc surtout prenez le micro et n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou même nous faire partager une expérience ou quelque chose? Non? Sûr? Bon, parfait. Mais écoutez, merci beaucoup à tous, on peut les applaudir. Merci de nous avoir donné toutes ces informations. Ils sont à votre disposition si vous voulez leur poser des questions, si vous voulez prendre leurs coordonnées pour des masters, etc. Surtout, n'hésitez pas, ils sont là pour vous. Et voilà, merci. On se retrouve, nous, dans une petite demi-heure pour la thématique, l'émergence des formations anglo-saxonnes. Voilà, à tout à l'heure.